Vous avez découvert précédemment la causerie intitulée « La formalisation des engagements ». Aujourd'hui, nous abordons le premier des 4 domaines de l'approche structurante et nouvelle de la politique handicap d'inclusion professionnelle dans la sphère éducative. Si ce sujet vous intéresse, restez avec nous. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Jean-Xavier Lichelet. Je suis heureuse à nouveau de vous recevoir pour cette causerie 4 sur le thème de la professionnalisation des acteurs du handicap, à savoir qui sont-ils et selon quelle approche structurante. Vous avez évoqué l'importance de la formalisation des engagements. Désormais, nous allons nous intéresser aux acteurs de la fonction handicap pour l'inclusion professionnelle. Des textes récents sont parus en 2022 et 2023, évoquant les référents handicap pour structurer cette politique et aider à son développement. Alors, quelles sont donc les attentes du législateur à l'égard des référents handicap? Pouvez-vous me répondre à cette question? Bonjour Madame Lucré, merci beaucoup pour cette introduction. Et donc du coup cette question, effectivement, qui appelle à un rappel historique, puisque vous avez parlé du législateur, et finalement on constate qu'il y a des choses très récentes qui ont été inscrites dans la loi, mais qui n'étaient pas précédemment. Alors, possible de faire un rappel historique. J'avais évoqué la loi de 2005 en introduction, dans les premières causeries, qui effectivement pose, qui est une loi de rupture, et qui pose un cadre et des obligations, mais sans forcément guider les employeurs publics sur la structuration de leur politique handicap, d'inclusion professionnelle. On est vraiment côté employeur, là encore. Beaucoup sur l'école inclusive, sur les étudiants aussi, le monde enseignement supérieur inclusif, mais sur le monde du travail en tant que tel, alors que c'est un poste majeur de la loi de 2005, finalement, il y a assez peu d'éléments structurants. Voilà. Et donc, je dirais que par rapport à ce sujet, chaque employeur a fait comme il a pu. Voilà. Donc, à l'éducation nationale et dans l'enseignement supérieur, il y a eu la mise en place de correspondants handicap, alors, dès cette période et même précédemment, avec une approche plutôt axée sur le médico-social, et très peu à l'époque dans les ressources humaines, c'est venu après progressivement, et je dirais la constitution de réseaux au pluriel, de correspondants handicap de la sphère éducative, de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ce sont les 2 réseaux historiques qui sont animés par la mission handicap dont je suis le responsable. Mais le constat, quand même, était que la priorité a été portée sur la politique inclusive des élèves, puis des étudiants, qui constituent effectivement 2 politiques handicap majeures depuis 2005. Mais quelles sont les attentes du législateur, du coup, à l'égard des référents handicap côté inclusion professionnelle? C'est bien ça le sens de votre question. Eh bien, dorénavant, on constate que nous avons une 3e politique handicap. Ça fait beaucoup, mais c'est celle qui est vraiment axée sur l'inclusion professionnelle et le monde du travail, et qui aujourd'hui se fait sa place aux côtés des autres politiques handicap. Voilà. Et donc, nous avons en 2019 une loi très importante, qui est la loi de transformation de la fonction publique, qui, elle, a permis d'armer en fait, les employeurs par un ensemble de dispositions, et notamment, pour la première fois, une reconnaissance législative des référents handicap. Voilà. Et donc, cette reconnaissance, elle est très courte, c'est l'article 92 de la loi de transformation de la fonction publique, c'est quelques paragraphes, mais riche, et qui marque, je dirais, 2 choses. Marque d'abord un impératif dans la fonction publique d'accompagnement et de proximité des agents, puisque le texte de la loi dispose que tout agent public doit pouvoir accéder à un référent handicap, et non pas y accéder ponctuellement, mais tout au long de sa carrière. Donc ça, c'est un premier point qui est très important. Et le 2e point très important de l'article 92, c'est les moyens. Ces référents handicap, ils doivent avoir les moyens de leur action. Alors,
Ceci étant dit, il va falloir qu'on développe un petit peu ce qu'on entend par accompagnement de proximité et comment du coup on dresse le cadre le permettant, et puis quels sont les moyens qui doivent être mis à disposition des référents handicap. Voilà. Je vais simplement faire une comparaison entre le secteur public et le secteur privé. Conclusion de cette première question. Et il est possible de constater en fait une différence d'approche qui est très intéressante entre les deux secteurs. Puisque dans le secteur privé, eh bien, les entreprises privées doivent mettre en place pour leurs salariés un référent handicap, mais au-delà d'un certain nombre de salariés dans l'entreprise. Et donc c'est au-delà de 250 salariés, il y a l'obligation de mettre en place un référent handicap. C'est l'article, je l'ai vérifié avant de venir, L5213-6-1 du Code du travail. Et donc on voit que l'approche, c'est d'abord une approche qui est axée sur l'organisation et finalement sur entre guillemets, le volume, l'importance de l'entreprise par rapport au nombre de salariés. Dans le public, c'est pas ça, ça ne passe pas comme ça. Dans le secteur public, eh bien, les organisations publiques doivent agir selon une approche usagée. C'est-à-dire, comme dit le texte de la loi, j'ai cité tout à l'heure, tout agent public. Et finalement, c'est tout agent public, quelle que soit sa structure de rattachement, qui doit pouvoir être accompagné, et quelle que soit la taille de sa structure. Et là, c'est l'article L131-9 du Code général de la fonction publique. Donc on voit qu'il y a deux philosophies en fait, qui ne sont pas exactement les mêmes entre le secteur privé et le secteur public, et on voit les choix qui ont été posés par le législateur pour la fonction publique. Voilà, donc grande différence entre l'article L5213-6-1 du Code du travail versus article L131-9 du Code général de la fonction publique. C'est parfaitement clair. Mais alors, quelle est l'appropriation faite par la DRH de l'État de ces attentes? Et d'une autre manière, peut-on dire, quelle en est la traduction dans les textes pour un déploiement dans la fonction publique d'État? Comment voyez-vous cela? Alors, donc la DRH de l'État, c'est la DGAFP, donc la Direction Générale de l'Administration et de la Fonction Publique. C'est une direction générale qui est rattachée, qui relève du ministère de la Transformation et de la Fonction Publique. Donc c'est la grande DRH, effectivement, de l'État. Et donc, effectivement, j'ai cité le texte législatif, on s'est intéressé aux attentes du législateur. Encore faut-il que ces attentes soient traduites de manière opérationnelle, et finalement c'est tout le travail de la DGAFP d'accompagner les employeurs dans la mise en œuvre de la loi. Voilà. Et donc vous avez cité en introduction deux années qui ont été très importantes et riches de ce point de vue-là, 2022 et 2023, on dira pourquoi, parce que la DGAFP a produit, pas toute seule, mais elle a été à la manœuvre, deux documents qui doivent être cités, je dirais, en appropriation des personnes qui nous regardent. Il y a d'abord une circulaire de la DGAFP qui commune avec le ministère du handicap, le terme m'échappe. C'est une circulaire du 17 mars 2022 et qui comporte aussi un certain nombre d'annexes. Ce qui nous intéresse, ce sont les annexes parce qu'elles posent justement, précisément, les cadres possibles de mise en place des référents handicap et puis finalement, quelles sont aussi les attentes en termes de positionnement et de moyens de ces référents handicap. Donc c'est un texte vraiment de référence, la circulaire des GAFP du 17 mars 2022. Et parallèlement, nous avons dans le répertoire interfonction publique des métiers, une nouvelle fiche métier qui est apparue en septembre 2023, de métier de référent handicap. Donc on voit là toute l'organisation qui se met en place, la reconnaissance législative, la circulaire de mise en œuvre, qui dresse, je dirais, les différents cadres possibles, et puis finalement la professionnalisation à travers cette fiche métier. Et donc avant de venir, je relisais cette fiche métier qui finalement transcrit deux missions principales. Il y en a beaucoup, mais deux missions principales ressortent finalement. Une mission en pilotage des référents handicap et une mission en accompagnement.
Et donc il apparaît que la DGAFP va être attentive, parce que c'est un accident assez récent, ils sont en cours de mise en œuvre par les différents ministères et employeurs publics. La DGAFP va être attentive déjà au portage des référents handicap, c'est-à-dire à leur positionnement au sein des organisations, en distinguant bien ceux qui sont en pilotage et ceux qui sont en accompagnement. Donc, ce ne sont pas les mêmes missions. Justement pour légitimer je dirais leur action et leurs interactions du coup avec l'ensemble des autres acteurs. Et là, on retrouve la précédente causerie sur l'importance de la formalisation des engagements et la création des synergies. Donc ça, c'est le premier point auquel la DGAFP va être particulièrement attentive, le portage. Et puis, le deuxième point qui va être regardé, c'est les moyens qui vont être mobilisés par l'employeur pour permettre la réalisation des missions, de toutes les missions des référents handicap. Et la DGAFP nous dit par tout moyen. C'est-à-dire que finalement les référents handicap doivent tous avoir des lettres de mission, ils doivent être formés. Il y a une question aussi de quotité de travail qu'il faut pouvoir aussi établir, et après de réalisme par rapport à la tâche demandée, donc qui est précisée, et au temps imparti. Donc il y a aussi une question peut-être de décharge horaire, ou voilà, de reconnaissance métier des référents handicap, puisque maintenant cette fiche, elle est au répertoire interfonction publique des métiers, donc il y a aussi une reconnaissance qui doit apparaître. Par exemple, l'inscription de ces compétences lors des entretiens professionnels. Je n'ose pas songer à une gratification via des dispositifs de droit commun, mais voilà, ce sont tous ces dispositifs qui peuvent être mis en place, qui sont à la main, je dirais, des employeurs, alors évidemment en fonction de bien d'autres éléments, mais la DGAFP demeure attentive à tous ces éléments, portage et moyens. Très bien. Alors, j'aimerais savoir justement quelle est l'approche du ministère, parce que il me semble que cette question a son importance, puisque de cette approche, si j'ai bien compris, dépend la structuration de la fonction handicap et le développement de la politique d'inclusion pour l'ensemble des employeurs de la sphère éducative. C'est bien cela? Alors, exactement. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que là, avec cette thématique et cette causerie, c'est pas pour rien qu'elle apparaît après la formalisation des engagements. Parce que c'est bien ces acteurs-là, référents handicap en pilotage et en accompagnement, que nous avons, je dirais, la colonne vertébrale ou la cheville ouvrière, voilà, sur laquelle va reposer la politique handicap d'inclusion professionnelle, qui va pouvoir essaimer autour d'autres acteurs, voilà, et donc pouvoir agir en développement de la politique handicap d'inclusion professionnelle. Donc, c'est un métier, ce sont des métiers qui sont particulièrement importants en développement. Et donc, vous voyez, je dirais, on a parlé du législateur, on a parlé du coup de la DGAFP au niveau de la fonction publique, et maintenant, l'approche du ministère, elle peut se mettre en place de manière éclairée par rapport à tout ce qui a été dit et par le législateur et la DGAFP. Et donc, au ministère, je dirais, de la sphère éducative, désormais nous sommes 3 ministères, nous sommes redevenus 3 ministères, éducation nationale et jeunesse, sport, Jeux olympiques et paralympiques, et puis enseignement supérieur et recherche. Nous sommes bien sur 3 ministères qui constituent la sphère éducative. Ces causeries s'adressent aux 3 univers. Eh bien, il existait déjà un réseau, non pas de référents handicap, mais de correspondants handicap, qui était créé déjà dans les années 90, mais qui s'est réellement développé à partir de la loi de 2005, comme j'en parlais tout à l'heure. Et donc je dirais que depuis une dizaine d'années, le ministère a continué à développer son organisation historique, et on peut dire, et je pense qu'on a raison de le dire, parce que sinon personne ne le dira pour nous, le ministère a sans doute été en avance sur les textes, en vérité, puisque les correspondants handicap ressemblent étrangement aux référents handicap qui agissent en pilotage. Il se trouve que leur mission était aussi un petit peu, pas totalement consacrée à la mission de pilotage, elle venait aussi en accompagnement, ce qui est normal, il y a des porosités, mais parfois l'accompagnement prend le pas sur le pilotage, parfois le pilotage prend le pas sur l'accompagnement. Et donc ça, il ne le faut pas. Donc il faut bien distinguer finalement ces deux fonctions, en pilotage et en accompagnement. Et donc, je dirais que
le ministère, dans son organisation aujourd'hui, hein, pour structurer la fonction handicap, il met en avant ces deux missions principales, hein, qui sont issues désormais, nous le savons, de la même fiche métier de référent handicap. Je ne sais pas si j'ai donné sa référence tout à l'heure, mais c'est la fiche FPGRH 017. FPGRH 017, soyons précis, si vous la retrouvez. Et donc, du coup, donc le ministère reprend ces deux missions. La mission de pilotage, ben, on reprend l'organisation historique, tout simplement, puisqu'elle est conforme. La mission de pilotage est dévolue au correspondant handicap, et là on retrouve la structuration de pilotage que nous connaissons à travers le correspondant handicap ministériel, hein, qui a la mission handicap inclusion professionnelle, hein, la MHIP, et puis nous avons du coup, sur les territoires, les correspondants handicap d'établissements et académiques. Donc là on retrouve les deux réseaux historiques. Le réseau de l'enseignement scolaire et de la jeunesse et des sports, et le réseau de l'enseignement supérieur. La recherche est encore à part. Voilà. Et donc, ces correspondants handicap d'établissements et académiques, même si ils ne sont pas dans les mêmes structures, qui n'ont pas les mêmes degrés d'autonomie, hein, ils agissent en fait de la même manière, c'est-à-dire en tant que relais, en service déconcentré ou en établissement, de la politique handicap nationale, selon la structuration que nous avons définie dans la précédente causerie. Voilà. Donc il y a cette mission de pilotage, hein, qui est dévolue au correspondant handicap, terme est clair, et puis nous avons du coup désormais un espace qui s'ouvre, avec les référents handicap en accompagnement. Et cette mission d'accompagnement, eh bien, donc elle sera dévolue aux référents handicap, pour nous, référents handicap inclusion professionnelle, avec une mission qui sera vraiment authentiquement centrée sur l'accompagnement des personnes. Et donc, on ne confond pas les deux. Pour ces deux missions, hein, principales, à chaque fois, nous aurons des lettres de mission, hein, qui vont assurer l'homogénéité, hein, du cadre national, c'est prévu. Et voilà, je dirais que si on prend un petit peu de recul, hein, par rapport à ces dénominations, correspondant handicap, référent handicap, et puis ces évolutions législatives et la DGAFP, on voit la volonté, hein, du ministère de structurer la fonction handicap. Elle se voit dans la différence des termes employés. Les correspondants handicap en pilotage, les référents handicap en accompagnement. C'est une différence sémantique, voilà, dans les termes. Alors déjà, nous on l'a vérifié auprès de la DGAFP, hein, elle est possible. Les référents handicap en pilotage peuvent très bien s'appeler correspondants handicap, on a tout à fait cette latitude, à condition de se référer à la même fiche, celle que j'ai citée précédemment. Bon, c'est bien le cas. Mais l'idée, c'est bien que aucune des deux missions ne doit prendre le pas sur l'autre, et qu'on a besoin finalement des deux. L'accompagnement des personnes en situation de handicap, c'est bien l'objectif qui est assigné par la loi de transformation de la fonction publique. Nous avons l'obligation en tant qu'employeur de nous inscrire dans l'accompagnement de proximité. Mais si nous voulons rendre possible cet accompagnement de proximité, alors il est très important que la fonction de pilotage, elle, soit véritablement assurée. D'où, je dirais, cette différence sémantique entre correspondant handicap et référent handicap, quitte, je dirais, à être schématique, hein, puisque nous savons très bien qu'il y a des porosités entre les missions, d'ailleurs c'est la même fiche métier, voilà, et que du coup, des correspondants handicap vont très bien pouvoir assumer des missions d'accompagnement et inversement. Et au moins la structure est clarifiée. Très bien. Alors, en vous écoutant, effectivement, on constate qu'une professionnalisation est bien en cours de construction, indéniablement. Quelles sont donc les préconisations du projet stratégique du ministère en la matière? Alors, oui, tout à fait. La professionnalisation est en cours. Et d'ailleurs, maintenant, dans la structuration de la politique handicap d'inclusion professionnelle, on voit que elle figure au rang des prérequis. Pour ça qu'on a structuré de manière très claire en 4 domaines. Donc ce prérequis, il ne fait pas de doute, hein, il est indispensable pour être en développement de la fonction handicap, hein, en raison de plusieurs choses, en raison déjà des évolutions et de la technicité de la matière. On voit avec... pas de tous les textes qui sont parus depuis, en application de la loi de transformation de la fonction publique, mais il y en a un certain nombre et qui changent véritablement le métier et qui changent aussi les attentes, notamment par rapport
à l'accompagnement des personnes en situation de handicap ou assimilées BOE. J'y reviendrai plus tard. Donc on voit qu'il y a des évolutions et une technicité qui est plus forte. Et puis je dirais aussi du fait de la nature même de l'accompagnement qui implique finalement différents niveaux de formation et puis l'acquisition de compétences nouvelles, à la fois dans une gestion des ressources humaines renouvelée en RH, mais aussi en gestion de pilotage de projets, ou encore pour parler de manière éclairée avec les fonctions support. Voilà, donc on voit que tout ça se forme un ensemble et que c'est un ensemble de compétences qui sont très diverses et que en fonction finalement du niveau où on se situe, il est indispensable de les acquérir à différents degrés. Voilà. Alors, plusieurs leviers existent ou vont être mis en place dans le cadre de l'animation de réseau. Et du coup, je pense que ça peut être intéressant de voir voilà, un rapide schéma sur la manière dont le réseau, les réseaux historiques dont j'ai parlé, est animé, comment ça se passe au niveau de la sphère éducative. Déjà, on voit sur la gauche, on voit les réseaux de correspondants handicap. Alors, SCO et SUP, c'est un peu schématique de la présentation, mais c'est bien enseignement scolaire, jeunesse et sport, et puis enseignement supérieur de l'autre. Voilà, et donc, on a bien 200 environ correspondants handicap de la sphère éducative à ce jour, donc qui agissent bien en pilotage. Donc ça, c'est important, sous, je dirais aussi, l'action, l'animation de réseau de la mission handicap, inclusion professionnelle, qui agit comme correspondant handicap ministériel. Et vous avez aussi, du coup, pour accompagner cette animation de réseau, des groupes d'échange et de proximité, vous voyez en bas à gauche, qui se réunissent tous les trimestres. Il y en a deux, un pour l'éducation nationale et un autre pour l'enseignement supérieur, et qui, du coup, accompagnent aussi la mission handicap, inclusion professionnelle, dans le cadre de l'animation de réseau et des remontées de besoins. Donc, voilà. C'est un petit peu, quand je parlais de ces interactions nécessaires dans la précédente causerie, voilà. Donc on voit bien qu'il y a le niveau national et puis il y a le niveau territorial et d'établissement et académique, mais l'un répond à l'autre et inversement. On ne peut pas en être autrement. Vous avez, je dirais, au milieu, dans ce grand rectangle, les 4 domaines qu'on retrouve pour mener cette politique handicap d'inclusion professionnelle. Il y a 2 ans, on n'aurait pas présenté les choses de cette manière. Mais vous retrouvez donc les prérequis à travers la dimension de la stratégie des orientations de la politique, c'est la formalisation des engagements, l'animation des réseaux, la formation, les appuis réglementaires. Il y a aussi une fonction d'audit qui aujourd'hui commence à venir et qu'on n'avait pas avant. Et puis dans les prérequis, nous avons le recensement BOE, j'en parlerai dans une autre causerie. Vous avez les missions cœur, communication, recrutement et maintien, en noir au centre. Et puis, vous avez, qui encadre bien, les fonctions support et puis les évaluations. Voilà. Donc ça, je dirais, on voit ces 4 grands domaines qui structurent avec le réseau autour. Et sur la droite, vous avez du coup aussi les liens avec différents interlocuteurs. Là encore, il y a quelques années, on n'aurait pas présenté les choses comme ça. Vous avez la dimension politique qu'on retrouve avec les hauts fonctionnaires au handicap et à l'inclusion. Alors, je sais pas, je crois que je les ai pas mis, mais voilà, ils sont en lien aussi avec les autres politiques handicap. Vous avez bien sûr les autres structures au sein des ministères, des 3 ministères. Et donc, nous sommes appelés à travailler avec, bien sûr, avec la DGRH, nous y sommes, mais avec les affaires financières, avec les achats, avec la direction du numérique pour l'éducation. Voilà, et donc les directions métiers, DGESCO pour l'enseignement scolaire, DGCIP pour l'enseignement supérieur. Ce sont beaucoup d'interlocuteurs avec lesquels nous travaillons aujourd'hui dans le développement de cette politique handicap. Et puis voilà, différents réseaux qui existent. Voilà, donc dans les leviers d'action, et j'en finirai là, le projet stratégique qui est en cours de concertation, lui, il prévoit la diffusion d'un guide de la profession des correspondants handicap et des référents handicap, qui permettra justement dans un document de préciser la doctrine du ministère en la matière, en pilotage et en accompagnement. Et je dirais que ce projet stratégique, s'il sort en l'état, mais j'ai bon espoir, prévoira aussi la mise en place d'une cartographie des référents handicap
qui agissent en accompagnement des agents afin de répondre pleinement à l'article 92 de la loi de transformation de la fonction publique. Eh bien, en tout cas, je vous remercie pour cet éclairage sur la professionnalisation des acteurs du handicap. Et j'aimerais juste que vous rappeliez peut-être à nos auditeurs la fiche administrative métier afin que tout le monde entende bien la référence. Ça peut intéresser un certain nombre de personnes. Tout à fait. Donc, c'est la fiche métier de référent handicap qui est inscrite au répertoire interfonction publique des métiers qui date de septembre 2023. Et c'est la fiche FPGRH 017. Très bien, je vous remercie. Je pense qu'avec ça, on a suffisamment de précision. Merci beaucoup en tout cas pour cette causerie 4. Merci à vous.